Le 18 mars 2026 à 2h33 du matin, à exactement 10 847 mètres sous la surface du Pacifique, quelque chose a ouvert un œil et m'a regardé. Pas métaphoriquement, littéralement. C'était un œil de la taille d'un terrain de football, bioluminescent, émettant une lumière bleu-vert maladive à travers l'eau absolument noire. Et cet œil, cet organe impossible appartenant à quelque chose de si vaste que mon sonar ne pouvait en capturer les limites, a bougé. Il a suivi. Il s'est concentré. Sur notre sous-marin. Sur nous. Nous étions 37 personnes dans cette boîte métallique de 110 mètres flottant comme un jouet dans les ténèbres les plus profondes du monde. Le capitaine Chen a dit une seule phrase avant que tout n'explose. Il sait que nous sommes là, et il nous observe, avait-il dit. 13 minutes plus tard, 34 de ces 37 personnes étaient mortes. Elles avaient été écrasées quand cette chose nous a tirés encore plus profond, là où la pression dépassait 1100 atmosphères, là où l'acier se plie comme du papier. Je suis le lieutenant Alex Mercier, opérateur sonar, l'un des 3 survivants. Et je dois vous dire quelque chose que l'amiral Morrison ne veut pas que vous sachiez. Ce n'était pas un accident. Nous avons été envoyés délibérément, comme appât. Je m'appelle Alex Mercier et j'ai 29 ans. Franco-canadien de Montréal. Je fais de l'expertise sonar pour la marine américaine depuis 8 ans. Contractuel, pas militaire de carrière, ce qui signifie que je peux entendre des choses que les autres ne peuvent pas entendre, mais que personne n'écoute vraiment mes idées. Le 14 mars 2026, j'ai été convoqué pour un briefing classifié à Pearl Harbor. Salle sécurisée. Pas de téléphone ni d'enregistrement. L'amiral David Morrison a exposé la mission. Messieurs, vous allez descendre dans la fosse des Mariannes. Au point Challenger Deep, mission scientifique officielle, cartographie bathymétrique, échantillonnage géologique, collecte de données sur la vie en eau profonde, dit-il. Il a fait une pause. La vraie mission, vous allez chercher quelque chose. Nous avons détecté des anomalies acoustiques à des profondeurs extrêmes. Des signatures qui ne correspondent à aucun phénomène géologique ou biologique connu. Votre mission est de trouver la source, de la documenter, mais de ne pas intervenir. Observation passive uniquement, précisa-t-il. Quel type d'anomalie? Demanda le capitaine Chen. Morrison a hésité. C'était le premier signe que quelque chose n'allait vraiment pas. Des signaux rythmiques, réguliers. 0,7 Hz. Comme un battement de cœur, dit-il. Le battement de cœur de quoi? Demanda Chen. C'est ce que vous allez découvrir, répondit Morrison. Le conseiller scientifique civil assigné à notre mission, Dr. James Whitmore, a ajouté « Nous pensons que c'est peut-être une activité volcanique ou hydrothermale créant des schémas de résonance. Ou peut-être une forme de vie inconnue ?» suggéra-t-il. « De quelle taille ?» demandai-je. Whitmore a regardé Morrison. Morrison a détourné le regard. « Nous ne savons pas. C'est pourquoi vous y allez, » dit-il. Le 16 mars à 6 heures, nous avons plongé. USS Nautilus, juste le nom de code, la vraie classe du sous-marin, reste classifiée. Nucléaire, spécialement conçu pour les opérations en eau ultra profonde. Avec une coque en alliage de titane capable théoriquement de résister jusqu'à 12 000 mètres. Il y avait 37 personnes à bord, 28 membres d'équipage et 9 scientifiques et observateurs. J'étais dans le compartiment sonar, écoutant l'abîme. Les premières 24 heures étaient de routine. Nous avons fait une descente contrôlée. 1000 mètres, 3000 mètres, 6000 mètres, la zone abyssale, là où la lumière du soleil n'atteint jamais. Seulement l'obscurité absolue et une température de 1 à 4 degrés Celsius. Mon sonar passif captait les sons normaux de l'océan profond, des clics lointains de cachalots,
des grincements de plaques tectoniques, le bourdonnement omniprésent de l'activité géothermique. À 10 000 mètres, quelque chose a commencé à changer. 17 mars, 3h15. J'ai mis mon casque et j'ai entendu quelque chose. Pas fort, presque subliminal. Mais c'était là. Un son régulier et rythmique. Boum, pause. Boum, pause, boum. 0,7 Hz. Exactement comme Morrison l'avait dit. « Capitaine », appelai-je par la communication interne, j'ai capté la signature acoustique. Direction 227. Profondeur estimée 10 800 mètres. Chen est venu au compartiment sonar. « Vous êtes sûr ?» demanda-t-il. J'ai rembobiné l'enregistrement et nous avons écouté ensemble. Boum, boum, boum. C'est ça, dit-il doucement. Je pense que c'est ça. Oui, monsieur, confirmai-je. De quelle taille? Demanda-t-il. J'ai vérifié mes instruments, revu les calculs, vérifié à nouveau. Capitaine, si mes lectures sont correctes, la source de ce son est assez grande, dis-je. Combien grande? Insista-t-il. Au moins 4 kilomètres de long, répondis-je. Il a ri et dit avec tension. C'est impossible. Aucun être vivant ne peut être aussi grand. Je sais, mais le sonar montre ça, dis-je. Whitmore est entré. Laissez-moi écouter, demanda-t-il. Il a mis le casque. Son visage, normalement calme, scientifique, a pâli. Mon Dieu, c'est réel. Vraiment réel, murmura-t-il. Quoi? Demanda Chen. Qu'est-ce qui est réel? Capitaine, je dois vous dire quelque chose. Cette mission n'est pas ce qu'on vous a dit, dit Whitmore. Whitmore nous a conduits dans la salle sécurisée. Juste lui, Chen et moi. En 2023, les réseaux de surveillance acoustique sous-marine ont détecté ces signaux pour la première fois. Pas seulement dans la fosse des Mariannes, dans 5 fosses océaniques à travers le monde. Toujours la même chose, rythmique, basse fréquence, énorme, expliqua-t-il. Pourquoi personne n'en a parlé? Demanda Chen. Parce qu'au début, nous pensions que c'était un objet artificiel, une erreur d'équipement ou quelque chose comme ça. Mais les signaux ont continué. Pendant des mois, des années. Ils étaient toujours là. Ils nous envoyaient toujours des sons réguliers. En 2025, la marine a envoyé un sous-marin d'exploration, comme celui-ci. Équipage de 40 personnes et... dit Whitmore. Et, demandai-je. Ils ont disparu. La communication a été coupée à 10 600 mètres. Aucune épave trouvée. Aucun signal de détresse. Juste disparu. Comme évaporé, dit-il. Mon estomac se nouait. Alors pourquoi vous nous envoyez? Demandai-je. Parce que nous devons savoir s'il y a quelque chose d'intelligent là-bas, qui observe, qui attend. Nous devons comprendre, commença-t-il. L'alarme sonore a soudain commencé à hurler. Cela nous a fait bondir de nos sièges. J'ai immédiatement couru à mon poste. Les écrans montraient quelque chose d'impossible. La source du signal rythmique, la chose massive à 10 800 mètres, bougeait. Elle montait. Elle montait vers nous. « Capitaine !» criai-je. « L'objet monte rapidement. Vitesse. Mon Dieu, 40 nœuds. Rien ne peut bouger aussi vite à cette profondeur, » dit Chen, mais il courait déjà vers le contrôle. Tout le monde, « Préparation manœuvre d'urgence. Remontée immédiate. » ordonna-t-il. Mais c'était trop tard. Je regardais l'ascension de la chose sur le sonar. 10 500 mètres, 10 000 mètres, 9 500 mètres. Et alors que l'échelle devenait plus nette sur mes instruments, j'ai réalisé que mon estimation de 4 kilomètres était insuffisante. Cette chose mesurait au moins 6 kilomètres de long. 6 kilomètres. Pour vous donner une idée, le plus grand animal connu est la baleine bleue, 30 mètres. Cela était 200 fois plus long. « Qu'est-ce que c'est ?» hurlait le jeune technicien sonar Ramirez. « Je ne sais pas.
chuchotai-je. Mais c'est vivant et intelligent. Comment le savez-vous? Demanda-t-il. Parce qu'elle s'est arrêtée, dis-je. La chose massive sur l'écran avait cessé de monter. Elle était suspendue exactement 500 mètres sous nous, immobile. Elle nous attendait. Elle nous observait. Le battement de cœur continuait. Boum, boum, boum. Mais maintenant, assez fort pour résonner dans la coque. Je pouvais le sentir. C'était une vibration profonde, primitive qui faisait trembler mes os. Chen a pris le microphone. USS Nautilus, appelant le commandement. Nous sommes en contact avec un objet biologique massif. Demandons instruction, dit-il. Seulement des parasites. Commandement, répondez, insista-t-il. Plus de parasites. Puis la voix de Morrison, lointaine, déformée. Maintenez votre position. Observez. Documentez. Le signal se dégrade, dit l'officier des communications. La profondeur bloque la communication. Nous étions seuls maintenant. La ligne de communication était coupée. Nous étions à 10 847 mètres sous l'océan, avec quelque chose qui n'aurait jamais dû exister, juste en dessous de nous. Nous sommes restés suspendus dans l'obscurité pendant 47 minutes. La chose en dessous ne bougeait pas. Elle attendait juste. Le battement de cœur régulier résonnait dans l'eau comme un ancien tambour de guerre. Whitmore prenait frénétiquement des notes. C'est incroyable. La taille suggère un métabolisme extrêmement lent, peut-être des siècles entre les repas. La bioluminescence indique un système nerveux complexe. L'immobilité suggère une intelligence prédatrice. Embuscade plutôt que poursuite active, analysait-il. « Docteur, dit Chen froidement, nous ne sommes pas ici pour l'étudier. Nous sommes ici pour survivre. Mais vous ne voyez pas? C'est la découverte du millénaire. C'est une nouvelle forme de vie, commença Whitmore. La chose a bougé. Pas rapidement, lentement et délibérément. Elle montait à nouveau, mais maintenant différemment. Pas une attaque, plutôt une approche. Je pouvais voir la forme apparaître plus en détail sur mon sonar. Pas de queue définie, pas de nageoire visible. J'essaie de décrire cela parce que nous étions en mer et j'espérais que c'était une sorte de poisson. Juste une masse tubulaire, massive, s'étendant dans toutes les directions dans l'obscurité. Éteignez toutes les lumières extérieures, ordonna Chen. Coupez tous les systèmes non essentiels. Rendez-nous invisibles, nous sommes passés en mode silencieux. Même nos battements de cœur semblaient trop forts maintenant. La chose a continué à monter. 400 mètres, 300 mètres, 200 mètres. Puis elle s'est arrêtée à nouveau. Cette fois plus près, directement sous nous. Si proche que si nous allumions un projecteur, nous pourrions probablement la toucher. Et puis quelque chose s'est produit. Une lumière. Pas de nos projecteurs. Une lumière venant d'elle. La bioluminescence bleu-vert a commencé à briller sur toute sa surface. Pas dispersée, concentrée, formant des motifs, comme des vaisseaux sanguins illuminés de l'intérieur. Non, pas des vaisseaux sanguins. Des neurones. Mon Dieu, chuchota Whitmore. C'est un système nerveux. Nous regardons son cerveau s'activer. Les lumières pulsaient et bougeaient. Et lentement, terriblement, une partie de la chose a commencé à changer. Le tissu s'est ouvert. Pas déchiré, délibérément ouvert, comme une paupière. Et en dessous, remplissant mon écran sonar et le hublot d'observation. Un œil. Peut-être 100 mètres de diamètre, avec une pupille noire comme l'espace. Et cette pupille bougeait, s'ajustait, se concentrait directement sur nous. Personne n'a parlé. Personne n'a respiré. L'œil nous regardait, à travers la coque, à travers l'acier, à travers tout. Et je sais, cela semble fou, mais j'ai senti une présence, une conscience, pas animale, pas instinctive, réfléchie. Il nous étudie,
chuchota Whitmore. Comme nous, étudions des microbes sous un microscope. Le battement de cœur a changé de rythme. Plus rapide maintenant. Excité, curieux. Puis autre chose s'est produit. Des extensions, je ne sais pas comment les appeler autrement, sont sorties de la masse principale. Longues, semblables à des tentacules, mais pas comme des tentacules de calmar, plutôt comme des doigts, articulés et flexibles, étrangement délicats. L'un a touché notre coque, doucement, explorant, comme un enfant touchant quelque chose de nouveau. Clang, le métal a gémi sous la pression. « Capitaine !» appela l'ingénieur Phillips. « La pression de la coque augmente. Pas encore critique, mais... » Une deuxième extension a touché. Puis une troisième. Maintenant, la chose nous enveloppait lentement et soigneusement. « Elle va nous écraser », chuchota quelqu'un. « Non, » dit Whitmore, « elle explore. Elle essaie de comprendre ce que nous sommes. Peut-être n'a-t-elle jamais vu quelque chose comme nous auparavant. Alors comment l'arrêter? » Commença quelqu'un. L'œil a commencé à briller plus fort. La pupille s'est contractée. Et la chose a commencé à tirer. Pas violemment, mais systématiquement. Elle nous traînait vers le bas. « La profondeur augmente !» cria Phillips. 10 900 mètres, 11 000. Capitaine, nous dépassons nos limites de conception. Chen a saisi l'interphone. « Remontée d'urgence, ballast complet », ordonna-t-il. Les systèmes sifflaient et hurlaient en essayant de remonter. Mais les extensions nous tenaient. 6 d'entre elles, peut-être plus. Enroulées autour de notre coque comme un python serrant sa proie. 11 200 mètres. 11 400 mètres. Pression de coque à 94%, criait Phillips. Fissures se formant dans les compartiments 3 et 7. L'eau a commencé à s'infiltrer. De petits jets à haute pression perçant l'acier. « Larguez tout !» ordonna Chen. Poids, équipement, tout. Des explosions sourdes retentirent alors que nous largions le ballast. Le sous-marin tremblait, essayant de monter. Les extensions se sont resserrées. 11 600 mètres. Le gémissement du métal était maintenant constant, comme le gémissement d'animaux mourants. « Évacuation !» cria Chen. « Tout le monde aux capsules d'évacuation. » Nous avons couru. 37 personnes se pressant dans les couloirs inondés vers 5 capsules d'évacuation. De petites bulles de titane conçues pour être catapultées vers la surface en cas d'urgence. J'ai atteint la capsule 3. Whitmore, Chen et 2 autres personnes sont venues avec moi. « Fermeture !» cria Chen. La porte s'est verrouillée. Du petit hublot, je pouvais voir les autres courir vers leur capsule. Certains y sont arrivés, mais certains ne l'ont pas fait. 11 800 mètres. La coque principale s'est fissurée. L'eau de mer, à 1200 atmosphères de pression, a jailli à l'intérieur, comme une guillotine liquide. J'ai vu le compartiment 4 s'effondrer. Les 4 personnes à l'intérieur ont été compressées en quelque chose que je ne peux même pas décrire. La capsule 2 ne s'est jamais fermée correctement. L'eau les a tués sans pitié avant le lancement. Chen a appuyé sur le bouton de lancement d'urgence. Notre capsule a été catapultée vers le haut avec une accélération de 15 G. Du hublot, en montant, la dernière chose que j'ai vue, l'œil. Il nous regardait toujours. Nous suivait pendant notre fuite. Et je jure, il a cligné. Délibérément, comme pour dire au revoir. Ou peut-être à bientôt. Nous avons monté pendant 3h47 minutes. 3h47 dans une capsule de titane de 2 mètres de diamètre. Nous étions 5. Pas de toilette, ni de nourriture. Seulement de l'oxygène recyclé et la terreur régnant dans l'environnement. Chen était resté calme. Il était assez professionnel pour gérer ce genre de situation. Il vérifiait les systèmes toutes les 10 minutes. Remontée stable. Nous montons de 2000 mètres par heure. Nous atteindrons la surface vers 7 heures.
Lent mais sûr, disait-il. Whitmore tremblait. Pas de froid, la capsule maintenait 18 degrés Celsius de choc. Ils sont tous morts. 32 personnes, écrasées comme des insectes, murmurait-il. Pas tous, dis-je. Les capsules 1 et 4 ont aussi été catapultées avec nous. Peut-être que nous les verrons à la surface. Si cette chose ne les a pas attrapés, dit-il. Taisez-vous, docteur, ordonna Chen. Nous survivons. C'est tout ce qui compte maintenant. Pas de place pour les mauvaises pensées. À 5000 mètres, notre communication est revenue, faible mais présente. Capsule 3 au commandement. Nous avons survécu. 32 morts confirmés. Statut des capsules 1 et 4 inconnus. Demandons sauvetage d'urgence, dis-je. La voix de Morrison était tendue. Capsule 3, confirmé. Équipe de sauvetage en route. ET. À 6 heures. Tenez bon, dit-il. Amiral, vous saviez? Vous saviez ce qu'il y avait là-bas, accusai-je. Long silence. Nous le soupçonnions, oui, admit-il. Et vous nous avez quand même envoyé? Dis-je. Lieutenant Mercier, ce canal n'est pas pour discuter de ce genre de sujet. Commença-t-il. 32 personnes sont mortes, criai-je, et je regrette profondément chacune de vos pertes. Mais vous devez comprendre l'importance de ce que vous avez découvert. S'il existe une forme de vie de cette taille et de cette intelligence, dit-il, Chen a coupé la communication. Assez. Nous parlerons quand nous serons en sécurité, dit-il. Mais nous ne serions jamais vraiment en sécurité, pas après avoir vu ce que nous avions vu. Le 20 mars à 6h52, nous avons atteint la surface. Il y avait 3 capsules au total. La nôtre, capsule 3, 5 survivants. Capsule 1, pas de signal. Probablement perdu. Capsule 4, un survivant. Le technicien Rodriguez, seul, dans une capsule de 8 personnes. Les autres n'avaient pas eu le temps d'atteindre la capsule. Total, 6 survivants sur 37. Le navire de sauvetage nous a récupérés en 2 heures. Un hélicoptère militaire nous a transportés vers une base non identifiée, probablement Guam, mais ils ont refusé de confirmer. Quarantaine immédiate, examens médicaux complets, interrogatoires psychologiques et plus encore. Puis le 23 mars, Morrison lui-même est venu. Il nous a rassemblés. Chen, moi, Whitmore, Rodriguez et l'ingénieur Phillips, dans une salle sécurisée. Ce que vous avez vu est classifié niveau Oméga et le restera. Vous ne parlerez jamais de cette mission à personne. Pas à la famille ni aux amis, surtout pas à la presse. Compris? Dit-il. Les familles des morts méritent de connaître la vérité, dit Chen froidement. Les familles recevront une explication. Accident de pression, défaillance structurelle, honorable, tragique. Mais explicable, répondit Morrison. Un mensonge, dis-je. Une protection, corrigea Morrison. Si le monde apprenait qu'il y a quelque chose de cette taille, de cette intelligence dans les océans, la panique serait mondiale. Les marchés s'effondreraient, les gouvernements tomberaient. Nous ne pouvons pas le permettre. Alors vous allez juste le cacher, faire comme si rien ne s'était passé, demandai-je. Non. Nous allons étudier, comprendre, nous préparer. Mais silencieusement, en privé, sans hystérie publique, dit-il. Whitmore s'est penché en avant. Amiral, je dois savoir. Le premier sous-marin en 2025, celui qui a disparu. Vous saviez déjà qu'il y avait quelque chose là-bas, n'est-ce pas? Vous les avez envoyés comme test. Et nous aussi, dit-il. Morrison n'a pas nié. Le premier équipage a fourni des données précieuses. Le vôtre encore plus. Maintenant, nous comprenons le comportement, les schémas, dit-il. Nous étions des appâts, explosai-je de colère. Vous nous avez délibérément envoyés dans cette fosse, en sachant que nous pourrions mourir juste pour collecter des données? Oui, dit Morrison simplement, parce que l'alternative était pire. Imaginez que cette chose
décide de monter par elle-même. Dans une zone peuplée, près de la côte, les pertes seraient catastrophiquement élevées. Nous devions comprendre avant, et vous nous avez aidés à comprendre. Comprendre exactement quoi? Demanda Chen. Morrison a sorti un dossier. Documents classifiés, photos satellites, données sonars. Pas seulement une. Nous en avons détecté au moins 5 similaires. Une dans chaque grande fosse océanique. Marianne, Tonga, Philippines, Pérou, Chili, Java. Toutes émettent le même signal de battement de cœur de 0,7 Hz. Toutes sont incroyablement massives et toutes semblent intelligentes, expliqua-t-il. Il a montré une carte du monde avec 5 points rouges. Elles sont là. Nous ne savons pas depuis combien de temps. Certainement des décennies, peut-être des siècles, peut-être des millénaires. Elles dorment, attendent et observent, dit-il. Qu'attendent-elles? Chuchota Whitmore. Nous ne savons pas. Mais maintenant, elles savent que nous existons. La vôtre vous a laissé, délibérément. Elle aurait pu facilement détruire votre capsule, mais a choisi de ne pas le faire, dit Morrison. Pourquoi? Demandai-je. Nous pensons qu'elle vous étudiait. Comme vous l'étudiez, échange d'informations mutuelles, elle a laissé quelques survivants. Vous, peut-être, pour que vous portiez un message. Ou peut-être juste pour voir ce que nous ferions, suggéra-t-il. Rodriguez, qui n'avait rien dit jusqu'à présent, parla d'une voix tremblante. J'ai vu quelque chose. Pendant la remontée dans la capsule, par le hublot. Vers 8000 mètres, dit-il. Nous nous sommes tous tournés vers lui. Une lumière, bleu-vert, comme son œil, mais plus petite, beaucoup plus petite, peut-être de la taille d'une voiture. Elle me suivait, pendant des kilomètres, juste là, en parallèle. M'observant, raconta-t-il. « Pourquoi n'avez-vous rien dit ?» demanda Chen. « Parce que je pensais que je devenais fou, mais maintenant... » Il a regardé Morrison. Ce n'était pas le parent, c'était l'enfant, n'est-ce pas? Ces choses se reproduisent. Il y en a de plus petites, dit-il. Morrison a lentement hoché la tête. Nos biologistes le pensent. Les grands spécimens, ceux dans les fosses, sont peut-être des adultes. Il pourrait y avoir une plus grande population de juvéniles. Plus petits, plus mobiles, plus curieux, dit-il. Combien petits? Demandai-je. Estimé entre 100 et 500 mètres de long, répondit-il. J'ai ri. Vous appelez 500 mètres petit? La baleine bleue fait 30 mètres. Vous parlez d'organismes 20 fois plus grands et vous les appelez juvéniles, dis-je. Lieutenant, je comprends, commença-t-il. Non, vous ne comprenez pas. Vous ne pouvez pas comprendre parce que vous n'étiez pas là. Vous n'avez pas regardé dans cet œil. Il ne nous voyait pas, comme des égaux ou des menaces. Nous étions des objets de curiosité. Et vous voulez continuer à les piquer avec un bâton? Dis-je. Nous n'avons pas le choix, dit Morrison. Il y a toujours un choix. Il y a... Nous pouvons les laisser tranquilles. Arrêtez de descendre là-bas. Arrêtez d'explorer. Arrêtez de... Comment sais-je? Et s'ils décident de monter? De venir vers nous? Alors quoi? Demanda Morrison. Le silence s'est répandu dans l'environnement. Au cours des 3 jours suivants, nous avons été interrogés individuellement. Encore et encore. Chaque détail extrait, enregistré, analysé. Le psychologue de la marine, Dr Okoye, a évalué notre état mental. Vous montrez tous des symptômes sévères de SSPT. Cauchemars, hypervigilance, pensées intrusives. Ce sont des choses normales après un traumatisme de cette ampleur, dit-elle. Normal, répétai-je. Rien de ce qui s'est passé n'était normal. Je comprends. Avec le temps, le traitement, le soutien, vous irez mieux, dit-elle. J'entends le battement de cœur, même maintenant, même ici. Boum, 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 comme un écho dans mon crâne. Est-ce que ça partira un jour?
demandai-je. Peut-être, peut-être pas, mais vous apprendrez à vivre avec, dit-elle. Le 5e jour, nous avons reçu nos ordres. Réaffectation immédiate. Affectés à des postes loin des opérations en océan profond. Interdiction de contact entre nous. Accord de non-divulgation signé sous menace d'accusation de trahison. Vous essayez de nous faire oublier, dit Chen lors de notre dernière réunion avec Morrison. Nous essayons de vous protéger et de protéger le monde de ce que vous savez, répondit Morrison. D'autres missions? Vous allez envoyer d'autres personnes? Demanda Chen. Nous devons. Comprendre est la seule défense que nous avons, dit Morrison. Vous envoyez des gens à la mort? Accusa Chen. Nous envoyons des volontaires vers l'inconnu. Comme toujours, pour l'espace, pour l'Antarctique, pour chaque frontière. Certains reviennent, d'autres non. C'est le prix de la connaissance, répondit Morrison. 3 mois plus tard, j'ai été réaffecté à une base terrestre en Virginie. J'analysais des données sonars, pas de contact avec l'océan réel, seulement des écrans, des chiffres, des graphiques, sûrs et ennuyeux. J'ai essayé de contacter les autres survivants. Les emails étaient bloqués, les appels redirigés. Nous avons été consciemment isolés les uns des autres. Mais en août 2026, j'ai reçu un paquet anonyme. Pas d'adresse de retour, juste une clé USB à l'intérieur. Sur la clé, un fichier audio de 47 minutes d'enregistrement sonar. De notre mission, un enregistrement audio du moment où nous sommes descendus à 11 800 mètres et où l'œil s'est ouvert. Mais il y avait quelque chose que je n'avais pas entendu à l'époque. Quelque chose que les analystes avaient isolé et amplifié. Dans les profondeurs du battement de cœur, sous les gémissements structurels, sous tout, il y avait des sons. Pas aléatoires, des schémas, des variations tonales, modulation de fréquence. Un langage, ces choses communiquaient. Pendant toute notre descente, notre observation, notre fuite, elles parlaient, et la note manuscrite sans trace ajoutée à la clé. Ils en ont déchiffré 3% jusqu'à présent. Assez pour comprendre une phrase, répétée tout au long de votre rencontre, jeune, curieux, apprenant. Il ne parlait pas de vous, il parlait de son propre enfant, la petite chose qui a suivi Rodriguez. Il enseignait à son petit. Il transmettait des informations sur nous. W. Whitmore. Il avait risqué sa carrière, peut-être sa vie, pour me faire connaître la vérité. Ces choses n'étaient pas seulement intelligentes, elles avaient un langage, une culture et des familles. Et nous avions fait descendre un sous-marin dans le territoire de l'une d'elles. Nous avions probablement effrayé son enfant. Nous avions déclenché une réaction défensive. Ce n'était pas une attaque, c'était un parent protégeant son petit. Nous sommes maintenant en décembre 2026, 9 mois après la mission. Morrison a pris sa retraite, officiellement pour raison de santé, en réalité probablement forcé après que trop de gens aient commencé à poser des questions sur les pertes humaines. Chen commande maintenant une flotte de surface. Il refuse de descendre en dessous de 100 mètres. Rodriguez est dans un hôpital psychiatrique. Dépression sévère. Il dit que la lumière bleue hante encore ses rêves. Whitmore a disparu, officiellement en sabbatique. En réalité, probablement dans une cellule quelque part pour avoir divulgué des informations classifiées. Et moi, j'écoute. C'est ce que j'ai toujours fait de toute façon. Je passe chaque enregistrement sonore qui traverse mon bureau par les filtres que Whitmore m'a montrés. Je cherche des schémas. Je cherche le langage. Et je trouve. Partout. Pas seulement dans les fosses profondes. Dans les eaux peu profondes aussi, sur les plateaux continentaux, dans les zones côtières. Elles sont partout. Elles ont toujours été là. Nous les écoutions juste comme du bruit de fond, comme nous entendons les oiseaux chanter sans vraiment les écouter. Mais elles nous écoutent, elles nous étudient, depuis très longtemps d'ailleurs.
Et maintenant qu'elles savent que nous savons qu'elles existent, que va-t-il se passer ensuite? Hier, j'ai capté quelque chose dans le flux sonore de l'Atlantique Nord. Une nouvelle chose. Pas un battement de cœur de 0,7 Hz. Quelque chose de différent, plus rapide, 1,2 Hz. Plus petit, plus mobile et plus jeune. Il se dirigeait vers la côte est des États-Unis. Pas une attaque. Je ne pense pas que ce soit une attaque. Je pense que c'est de la curiosité, de l'exploration, comme un jeune qui s'éloigne de chez lui pour voir le monde. Et que va trouver ce jeune? Des villes côtières, des ports, des millions de personnes qui ne savent pas qu'il existe, qui paniqueront quand ils le verront, qui tireront probablement dessus, ce qui amènera le parent là-bas. Je devrais faire un rapport, avertir quelqu'un, déclencher les protocoles, mais je me souviens de l'œil, de la façon dont il nous a regardés et nous a laissés partir. Peut-être que si nous ne tirons pas en premier, peut-être qu'il ne ripostera pas non plus. Ou peut-être que je me trompe. Peut-être qu'il voit déjà ce que nous sommes, petits et violents, parce que nous sommes descendus dans leur espace privé. Peut-être qu'il décide en ce moment si nous méritons d'être protégés. Je ne sais pas. Ce que je sais, nous ne sommes pas seuls et nous ne l'avons jamais été. Les océans couvrent 71% de la Terre. Nous en avons exploré moins de 5%, et dans les 95% restants, vivent des dieux. Des dieux anciens qui étaient là avant nous et qui seront là après nous. Des dieux qui nous observent maintenant, se demandant quoi faire avec ces créatures bruyantes, curieuses et autodestructrices dans les eaux peu profondes. Nous sommes descendus dans leur monde. Maintenant, ils montent vers le nôtre. Et je ne sais pas comment ça va se terminer, mais j'écoute. Toujours. Boum, boum, boum. Le battement de cœur de l'abîme. Chaque jour, un peu plus proche.